qu'il y a des tendances de fond et des tendances long terme qui sont très positives sur le marché des crypto-monnaies. On voit qu'il y a une entrée des institutionnels qui est de plus en plus forte. On voit qu'il y a des cadres réglementaires à travers le monde qui sont en train de se développer, qui sont en train d'émerger, qui sont en train de structurer véritablement le marché. Donc on est sur un marché qui est plus mature, qui commence à grossir un petit peu et qui est vraiment plus mature. Aujourd'hui, quand on rentre sur un marché mature, les opportunités de faire x5, x10, elles sont moins importantes qu'à l'époque. Sur la partie crypto, c'est quelque chose qui historiquement s'est répété, où effectivement à chaque halving qui crée un peu un choc dans l'offre, on voit après une augmentation, une tendance haussière sur les 6 à 18 prochains mois. Et en plus de ça, il faut savoir que la diversification reste le maître mot quand on investit. Donc que ce soit en crypto-monnaie, quand on investit dans la classe d'actifs crypto-actifs, et bien à l'intérieur de cette classe d'actifs, on peut choisir différentes crypto-monnaies pour diversifier son risque. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, je suis avec Com Prost Boucle pour parler de crypto-monnaie. On va parler effectivement de savoir si c'est le meilleur moment d'investir sur la crypto-monnaie en cette fin d'année 2025 ou est-ce qu'il faut peut-être attendre un petit peu ou se repositionner tranquillement. On va en parler tout de suite avec Com. Com, merci d'être là. Je te laisse très rapidement te présenter parce que c'est vrai que peut-être que moi je te connais, mais les auditeurs sûrement pas tous, donc c'est important que tu te représentes. Ouais, bah écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, moi je m'appelle Com, je suis le country manager France de Coinbase, où je gère grosso modo tout le développement produits, acquisition et réglementaire sur le marché français pour Coinbase. Et ça fait quelques années que je suis impliqué dans l'écosystème français crypto et Web3, notamment en ayant cofondé en 2021 NFT Paris, qui est devenu un des principaux rassemblements sur tout l'univers crypto et de la technologie en Europe. Et avant ça, du coup, j'avais eu des expériences aussi en venture capital et en fintech, où déjà sur la partie fintech, c'était l'objectif de démocratiser en fait l'accès à l'investissement via une plateforme digitale. Et toi, avant ça, tu avais fait des études dans quoi? Et avant ça, du coup, j'avais fait des études à HEC Paris en école de commerce et un diplôme avec Polytechnique en entrepreneuriat, du coup, avec HEC. Ok, donc le côté entrepreneur, tu l'as déjà dans l'ADN. Yes, c'est ça. Bon, on est parti pour parler de crypto-monnaie. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un constat actuel du marché des crypto-monnaies? Ouais, effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a des tendances de fond et des tendances long terme qui sont très positives sur le marché des crypto-monnaies. On voit qu'il y a une entrée des institutionnels qui est de plus en plus forte. On voit qu'il y a des cadres réglementaires à travers le monde qui sont en train de se développer, qui sont en train d'émerger, qui sont en train de structurer véritablement le marché, qui renforcent d'autant plus l'arrivée des institutionnels et qui offrent en fait cette profondeur de liquidité aujourd'hui. On a de l'arrivée de produits qui sont des produits qui sont plus, j'ai envie de dire structurés, plus structurels, comme des ETP, des ETF, qui pareil amènent aussi des nouvelles vagues d'adoption sur le marché. Et aujourd'hui, quand on regarde plus en détail effectivement toute l'arrivée de ces ETF, ces ETP, on voit qu'il y a, je crois, 60% des institutionnels qui aujourd'hui s'exposent au marché des cryptos via ces produits qui sont des produits intermédiaires par rapport aux cryptos. Et donc ça grossit le marché, ça grossit la demande et du coup, ça fait que c'est une trend long terme qui est positive. Et au niveau des ETF qui arrivent, c'est vrai que je rebondis là-dessus parce que c'est un terme qui parle énormément, notamment avec l'ETF S&P 500 aujourd'hui en France. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Déjà, un ETF, je rappelle très rapidement à ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose qui réplique un indice. Est-ce que là, on a des ETF qui sont répliqués sur l'Ethereum, sur le Bitcoin ou autre? Ouais, effectivement, c'est du coup sur la partie ETF, c'est plutôt sur le marché américain que ça va se passer. Ok. On a vu, du coup, c'était en janvier de l'année dernière où effectivement il y a eu une vague d'ETF Bitcoin qui ont été validés dans un premier temps, puis des ETF Ethereum qui sont arrivés, sur laquelle Coinbase a été dépositaire de beaucoup des ETF et on travaille beaucoup avec justement ces gestionnaires-là, sur ces asset managers, sur l'arrivée de nouveaux ETF sur le marché. Ok. En Europe, on a vu des ETP comme l'ETP BlackRock, Bitcoin qui sont arrivés plus récemment, mais qui aussi montrent qu'il y a vraiment ce dynamisme sur le marché européen aussi en termes de hub financier pour ces classes d'actifs. Et c'est effectivement des classes enfin, c'est des produits qui permettent à une autre audience de s'exposer, à une audience qui préfère s'exposer via des véhicules d'investissement qui sont plus classiques ou des véhicules d'investissement qu'ils connaissent plus. Et donc, c'est quelque chose de très positif, en tout cas, que je considère pour le marché, parce que ça élargit la demande et ça élargit l'offre aussi. Et du coup, c'est assez intéressant de regarder ces dynamiques-là. On voit aussi que le grand public commence à avoir de plus en plus confiance en la crypto-monnaie. Est-ce que ça vient aussi du fait que c'est de plus en plus démocratisé? Je pense qu'effectivement, quand on regarde les taux d'adoption aujourd'hui, on voit une tendance de fond qui est positive. En France, on est à 10%.
En Italie, on est autour de 9%. Et ces deux pays, c'est des pays qui restent un peu en retrait par rapport à l'Espagne ou les Pays-Bas, par exemple, on est à 15 et 19%. Mais on voit que dans la proportion de ceux qui ne détiennent pas encore des crypto-monnaies mais qui souhaitent le faire, on est autour de 33% en France et 39% en Italie. Donc on voit qu'il y a une dynamique de fond qui est que de plus en plus de personnes, grand public, souhaitent s'exposer aux cryptos. Donc ça, c'est une dynamique qui est assez positive. Là où je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, c'est que on a de temps en temps un peu ces préjugés qui sont durs à déconstruire autour des cryptos aussi parce qu'il y a je pense beaucoup de fumée médiatique sur finalement ce qui sont des scandales qu'il y a pu y avoir dans le passé ou des mouvements spéculatifs sur le marché. Alors que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en termes d'adoption, en termes d'infrastructure, il y a vraiment une révolution qui est en train de se passer et qui est assez intéressante à regarder et assez exceptionnelle, où on voit par exemple les stablecoins qui sont en train d'être massivement adoptés et qui ont dépassé en volume le volume combiné de Visa et Mastercard, qui est quand même assez énorme. En 2024, je crois qu'on était à plus de 27 trillions de volume, ce qui est au-delà du volume combiné Visa Mastercard. On voit que d'un point de vue réglementaire, l'Europe a avancé la première avec la réglementation MiCA. On voit aujourd'hui qu'aux États-Unis, on a le Genius Act sur la partie stablecoin, mais aussi des réglementations sur la partie infrastructure qui ouvrent véritablement le marché. Donc je pense qu'il y a une vraie dynamique de fond d'adoption et de confiance qui est arrivée, mais qu'on a encore un peu de travail pour aller pousser vers l'intérêt du public général et l'adoption au final. Donc on est sur un marché qui est plus mature, qui Ouais. commence à grossir un petit peu et qui est vraiment plus mature. Aujourd'hui, quand on rentre sur un marché mature, les opportunités de faire x5, x10, elles sont moins importantes qu'à l'époque, ce qui est logique, hein, ça c'est normal. Toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui alors j'ai pas envie de dire une crise sur la crypto-monnaie parce que c'est tout le contraire, on est plutôt dans un marché qui a bien évolué à la hausse depuis quelques mois. Est-ce qu'on est plutôt sur un moment où il faut sortir? Je te pose la question dans l'autre sens. Je je donnerai pas de conseils en investissement direct. Ouais. Je peux parler plutôt des tendances et de ce que moi je pense. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde effectivement les top capitalisations, que ce soit sur du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, on a moins de volatilité qu'à l'époque. Ouais, exactement. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est indéniable parce qu'on a cet afflux institutionnel qui arrive, parce qu'on a cet afflux aussi d'un public qui est plus large, d'une réglementation qui structure plus le marché et qui de facto est moins spéculative. Je pense que c'est des classes d'actifs qui vont continuer à monter parce que de par leur rareté, de par leur adoption, et notamment quand on regarde le Bitcoin avec tout ce qui se passe sur de l'adoption même gouvernementale aujourd'hui, Tout à où le Bitcoin devient véritablement un or digital. Je pense qu'on est sur une tendance qui est haussière sur le long terme. Après, Faut effectivement, dézoomer en fait le faut graphique. dézoomer, il faut regarder effectivement l'investissement plutôt long terme. Et pour les investisseurs qui sont plus des investisseurs spéculatifs, il y a des sous-classes de crypto. Si tu vas sur de l'investissement meme coin, par exemple, c'est des actifs qui restent quand même très spéculatifs. Donc tu peux trouver un peu ton bonheur. Ça me fait rire parce qu'au final, ça me fait penser au large cap, small cap, mid cap. Ouais. Vous avez déjà adopté au final ce langage aussi dans la crypto-monnaie. Ouais, non, effectivement, tu vois, ça dépend. Ça dépend de la maturité du projet, ça dépend de l'infrastructure qui est derrière et du projet en tant que tel. Et effectivement, tu as t'as des classes d'assets qui sont beaucoup plus spéculatives, tu as des classes d'assets qui sont beaucoup plus matures, qui sont beaucoup plus adoptées institutionnellement. Et du coup, tu as un éventail qui est assez large finalement aujourd'hui quand tu recherches dans les cryptos. Ok, et quand on conseille, nous, nos clients, d'investir sur la crypto-monnaie, quels seraient, toi, tes principaux conseils ou ou des stratégies que tu mettrais en place si tu étais investisseur? On parle souvent, par exemple, sur l'investissement en action, du DCA, du Dollar Ouais. Cost Average, qui permet de lisser dans le temps l'investissement. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu pourrais recommander aux personnes qui souhaitent investir sur la crypto-monnaie? Ouais, effectivement, encore une fois, sans faire Tout à de fait. conseils en investissement, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant au début quand on commence dans les cryptos, ou même moi, c'est quelque chose que je pratique, tu vois, d'avoir un investissement régulier, que ce soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et comme ça, on lisse son point d'entrée, on essaye de faire fi un peu de la spéculation au quotidien, de la fluctuation des prix au quotidien, et on est plutôt sur
effectivement un investissement plutôt long terme, où on se dit que la tendance de fond est positive, que la tendance de fond est haussière, et que du coup, on se libère aussi un peu l'esprit d'aller sur l'application tous les jours et de faire finalement des mauvais choix, parce que c'est aussi très, très, très compliqué de timer le marché. C'est des métiers qui sont dédiés à ça, et encore, les professionnels n'y arrivent pas tout le temps. Donc, l'investissement en DCA, c'est quelque chose qui est hyper accessible, hyper facile à mettre en place, et qui libère l'esprit, et qui finalement, quand on regarde des chiffres, est effectivement une stratégie d'investissement qui est assez intéressante. Ouais. Ok. Quand on parle de crypto-monnaies, on parle aussi d'investir sur différentes crypto-monnaies, crypto-actifs. Ouais. Le conseil aussi que donnent beaucoup de personnes et que j'écoute de mon côté, parce qu'on est là aussi pour donner mine de rien de la matière, pour que les gens puissent aussi se dire, ok, je viens d'écouter maintenant je comprends un peu mieux les crypto-monnaies, et je pense qu'effectivement je peux peut-être adopter une stratégie. Sur cette classe d'actifs, est-ce que quelqu'un qui est novice, tu lui conseillerais peut-être plutôt d'aller sur des grosses crypto-monnaies qui sont bien connues, que tout de suite s'intéresser à la dernière crypto-monnaie qui vient de sortir? Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Ouais, effectivement, je pense que c'est un raisonnement qui est plus, c'est un raisonnement qui s'entend, et effectivement, quand on est novice, c'est plus facile, et c'est effectivement plus recommandé de s'exposer à des classes d'actifs qui sont déjà matures et qui sont Tout à fait. beaucoup moins spéculatives. Après, dans tous les cas, ce qui est recommandé, c'est de comprendre dans quoi on investit, de comprendre les Exactement. technologies, de comprendre le sous-jacent dans lequel on investit. Donc, même sur des capitalisations, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, que ce soit Solana ou n'importe quel autre, dans tous les cas, même si c'est des capitalisations qui deviennent matures et qui sont des actifs qui sont de plus en plus reconnus comme effectivement des investissements pas traditionnels, mais des investissements qui sont devenus communs, c'est quand même recommandé de faire ses recherches, de comprendre dans quoi on investit, et de véritablement avoir cette conviction aussi de dans quoi j'investis. C'est quelque chose qui va évoluer, qui va révolutionner le système financier, qui va avoir une tendance haussière et une adoption qui va croître. Ouais. Ok. De notre côté, on voit aussi dans la crypto-monnaie beaucoup de bull market et de bear market, mais très marché, très marqué. Excuse-moi. C'est vrai que quand ça monte très 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 fort, et quand ça baisse très 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 fort. Ça a monté très très fort là ces derniers mois, derniers 18 mois, j'ai envie de dire. Et sur les baisses sont moins en moins conséquentes, les hausses sont de moins en moins aussi conséquentes dans l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a un marché qui devient plus mature, mais est-ce que ça veut dire aussi que l'histoire se répète? Parce qu'on a l'impression que c'est tous les 4-5 ans, dès qu'il y a un halving qui arrive, que bim, on repart très fortement à la hausse, puis après, hop, ça repart un peu à la baisse, puis ça redémarre, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se ressemble quand on regarde la courbe? Ouais, effectivement, dans tout le système financier, il y a effectivement une cyclicité qui revient. Sur la partie crypto, c'est quelque chose qui historiquement s'est répété, où effectivement, à chaque halving qui crée un peu un choc dans l'offre, on voit après une tendance haussière sur les 6 à 18 prochains mois. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est qu'un halving? Ouais, le halving, du coup, c'est la division par deux tous les 4 ans à peu près de l'offre nouvelle de Bitcoin qui est générée sur le réseau, pour atteindre en fait le chiffre fatidique de 21 millions de Bitcoin qui seront disponibles à la toute fin, une fois que tout ce processus de halving se sera répété. Et du coup, ça crée finalement une offre qui est de moins en moins grande sur le marché, et qui du coup naturellement pousse les prix vers la hausse parce que la demande, elle, augmente. Tout à fait. Et du coup, historiquement, effectivement, chaque halving a apporté cette nouvelle cyclicité à la hausse, et puis après une correction. Ce qui est particulier sur ce cycle-là, c'est que en fait, la hausse a été un peu anticipée avant le halving, c'est continué après. Mais donc, il y a eu cette anticipation, plus en fait un effet qui est un cycle qui est moins lié à la spéculation, comme l'ont pu être un peu tous les autres cycles historiquement, mais qui est vraiment beaucoup plus poussé par une clarté réglementaire qui est arrivée, et qui a été notamment lancée avec toute l'évolution réglementaire qu'on a vue aux États-Unis, avec les différents Genius Act, Clarity Act, qui sont des réglementations qui sont passées sur de la structuration de marché et sur de la réglementation sur les stablecoins, qui ont vraiment ouvert le marché et qui ont poussé ce cycle à la hausse. Donc je pense qu'effectivement, il y a de moins en moins de spéculation dans les cycles. Peut-être que les cycles vont être aussi différents, parce que maintenant, on a toute cette couche de liquidité institutionnelle qui est venue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir effectivement dans les prochains mois. Ouais, donc on peut pas savoir si ça va se confirmer à chaque fois. Non. Pour le moment, ça s'est confirmé. Ce serait trop facile sinon. Ce serait trop facile. Ouais. Bon, ok. J'essaie de tirer un peu de sources pour savoir quoi investir, mais c'est vrai que, comme on le dit à chaque fois, les performances passées ne préjugent jamais les performances futures. Et en plus de ça, il faut savoir que la diversification reste le maître mot quand on investit. Donc, que ce soit en crypto-monnaie, quand on investit dans la classe d'actifs crypto-actifs,
Et ben, à l'intérieur de cette classe d'actifs, on peut choisir différentes crypto-monnaies pour diversifier son risque entre les gros mastodontes puis les petites dernières qui viennent de sortir. Mais c'est important de savoir qu'effectivement, la diversification, c'est quelque chose que tu conseilles également, je suppose, quand on Ouais, investit. ouais, totalement. Et du coup, chez Coinbase, ça fonctionne comment? Vous travaillez comment chez Coinbase? Est-ce qu'il y a une offre dédiée? Ça fonctionne comment aujourd'hui? Ouais, effectivement. Bah, Coinbase, du coup, c'est pour situer un peu plus la société dans son contexte. Du coup, c'est une des premières sociétés crypto. On a été la première société crypto cotée en bourse au Nasdaq en 2021. Aujourd'hui, on a été la première à entrer et d'ailleurs la seule à être au au S&P 500. Donc, c'est une belle boîte avec plus de 12 ans d'expérience aujourd'hui. On a une gamme de produits en fait qui est très large, qui va de l'investisseur particulier débutant qui du coup a besoin une application de trading qui est facile, qui est intuitive et qui vraiment te permet de commencer, de te lancer et de gérer au quotidien ton portefeuille. On a des outils qui sont plus pour les traders avancés. Si tu as besoin, je sais pas, de charts différents, de voir les bougies ou de voir des différents types d'ordres, par exemple, ça, on a des outils qui sont dédiés. On accompagne aussi beaucoup les institutionnels, que ce soit sur la partie trading, sur la partie custody des fonds, sur la partie staking ou tout ce qu'un institutionnel peut vouloir faire avec cet écosystème crypto. On travaille beaucoup avec eux. Comme je le mentionnais, on travaille notamment sur la partie ETF en dépositaire des fonds, avec BlackRock et d'autres notamment. Et on a aussi toute une partie on-chain, donc un wallet qui te permet d'interagir avec des produits qui sont plus on-chain. Donc on a vraiment un spectre qui est très large suivant où tu te situes dans tes connaissances crypto, ce que tu veux faire avec cet écosystème-là. Aujourd'hui, notre offre la plus connue, c'est effectivement l'application de trading, qui est la plateforme la plus simple d'utilisation, la plus sécurisée, qui te permet de te lancer dans les cryptos, de découvrir les bitcoins, l'Ethereum, d'acheter tes premières cryptos, de staker, d'envoyer des cryptos à tes amis, d'envoyer de l'argent à tes amis facilement. Donc c'est aujourd'hui ça notre cœur de produit. Ok. Et aujourd'hui, quand tu t'adresses à un particulier ou à un entrepreneur, qui un entrepreneur est également un particulier, hein, il faut le savoir, Ouais. quand tu t'adresses à ce type de personnes, tu leur offres quoi d'un point de vue général sur cette application Coinbase pour simplifier le temps qu'on y passe et au niveau des frais, en termes de compétitivité, vous êtes comment sur le marché? Ouais, comme je dis, nous, notre play, c'est vraiment d'être la plateforme la plus sécurisée et la plus facile d'utilisation. Ok. Donc aujourd'hui, si tu t'ouvres l'application, que tu veux acheter ton premier bitcoin, enfin tu veux acheter des bitcoins, tu peux facilement, tu te connectes, tu appuies sur bitcoin et là tu peux acheter avec ta carte de crédit, avec un virement, Ok, avec donc c'est Apple très Pay, simple. avec Google Pay, avec PayPal. On a vraiment une gamme très large d'offres de paiement pour te permettre de t'exposer à cette classe d'actifs rapidement, sans friction et vraiment très facilement et très rapidement. Ouais. Ok. Et au niveau des frais, c'est compétitif par rapport au reste des plateformes? Ouais, effectivement, on a du coup, suivant aussi ton activité et suivant les différents produits que tu veux utiliser, on a des gammes de prix différents. Sur la plateforme avancée, par exemple, on a des frais qui sont bien moindres, parce que c'est souvent des traders qui sont plus avancés, qui font plus de volume, comparé à la plateforme plutôt simple qu'on a effectivement. Ok. Dernière question, comme de ton côté, est-ce que tu conseillerais à un investisseur de passer par une gestion déléguée dans la crypto-monnaie ou d'essayer de le faire soi-même? Euh, Effectivement, je pense que ça dépend du type d'investisseur et ça dépend aussi du temps que tu as alloué. Nous, ce qu'on promeut avec la plateforme, c'est quelque chose qui est vraiment simple, rapide, qui demande pas beaucoup de temps au quotidien si tu veux investir, revendre et t'amuser un peu avec ces outils d'investissement. Ce qu'on promeut aussi, c'est, comme tu disais, tu vois, les achats récurrents, des achats automatisés qui font que tu n'as finalement pas besoin d'un intermédiaire suivant ta stratégie d'investissement. Si tu veux des allocations qui sont mobiles, des allocations qui bougent en fonction du temps et que tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer, effectivement, passer par un tiers peut être intéressant sur cet investissement. Ouais. Ok, mais effectivement, je le rappelle, hein, la gestion déléguée a forcément des coûts supplémentaires parce que vous faites confiance à quelqu'un qui gère votre argent pour vous. Après, ça dépend aussi des performances. J'ai toujours envie de dire, regardez la performance nette de frais de gestion. Et puis, si celle-ci est meilleure qu'un simple investissement sur plusieurs crypto-monnaies sans se prendre trop la tête, à ce moment-là, ça se réfléchit. Parce qu'un gérant, il faut toujours regarder s'il est meilleur que tout simplement une gestion indicielle sur Ouais. la partie crypto-monnaie également. Comme est-ce que tu avais des derniers conseils à donner aux personnes qui voudraient investir en crypto-monnaie, en crypto-actifs?
Non, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une classe d'actifs qui s'est pas mal démocratisée. On voit des tendances qui sont hyper positives d'un point de vue régulation, d'un point de vue économie. On voit qu'il y a plein de sociétés qui se lancent enfin, sur ces sujets-là. On peut penser à Visa, à Shopify qui ont lancé des offres justement de paiement 100% stablecoin. On voit des sociétés comme Stripe qui aujourd'hui font un virement 100% crypto, 100% stablecoin. Donc je pense qu'il y a vraiment une dynamique de marché qui est hyper puissante, hyper sous-jacente et qui est en train de révolutionner tout le système financier. Et donc c'est aujourd'hui, je pense qu'il y a des dynamiques qui sont très très positives, en tout cas sur des tendances haussières sur le long terme. Donc quand je t'entends, j'ai envie de dire que investir en crypto-actifs, il faut peut-être pas trop tarder à s'y pencher, du moins à analyser le marché, à regarder si ça correspond à son profil investisseur bien sûr, parce qu'il faut savoir qu'il y a de la volatilité sur les crypto-actifs. C'est pas comme du fonds en euros, sachez-le. Ça se rapproche plutôt des fois de Nvidia ou d'autres sociétés qui peuvent être plus volatiles, mais il faut savoir que c'est de moins en moins volatile aussi. Donc Ouais. comme en tout cas, merci pour ton intervention et puis j'espère que ça aura intrigué un petit peu les personnes qui nous écoutent d'aller se renseigner sur la crypto-monnaie d'un point de vue général. Bah, merci beaucoup. Merci également à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. Effectivement, on finit 2025 en beauté avec Com en parlant de crypto-monnaie et puis on vous réserve plein de surprises pour 2026. Si ce type d'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter et à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast parce que vous savez que si on a ce type d'invité aujourd'hui aussi qualitatif, c'est grâce à vous, alors continuez à le faire.